Bienvenue à tous. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir. C'est un vrai plaisir à tous les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va démarrer. Donc, pour démarrer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir M. Georges Fourré du Conseil départemental de l'Aisne. Donc, M. Fourré, je vous donne la parole pour faire notre mot d'accueil. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord excuser Nicolas Fricotto, donc président du conseil départemental de l'Aisne, qui m'a chargé de le représenter. Je suis Georges Fourré, vice-président du conseil départemental en charge du handicap et des personnes âgées, et donc bien évidemment de la MDPH par voie de conséquence. Alors je salue toutes celles et tous ceux qui sont présents à ce webinaire, et je remercie à travers l'association DISEN, Sébastien Diaz, dont l'implication et le dévouement pour la reconnaissance et la prise en charge des troubles 10 est désormais bien connu. Je laisserai Ismaël Nordine et Bérangère Thierry pour la MDPH ainsi que Madame Cara pour l'éducation nationale intervenir sur la partie technique de cette rencontre. Je souhaite, pour ma part, rappeler l'implication à travers ces services du conseil départemental de l'Aisne. Nous faisons bien sûr le maximum pour trouver une efficacité, une cohérence dans la gestion de ce dossier difficile et complexe qu'est le handicap. Notre démarche s'inscrit toujours, et ce depuis longtemps, dans un travail partagé avec les différentes associations de handicapés, qui sont d'ailleurs parfaitement coordonnées par l'Union des associations, dont je salue la présidente Marie-Christine Filbert. L'arrivée de 10N dans cet ensemble vient combler un vide, et c'est un grand plaisir de pouvoir dialoguer désormais avec un interlocuteur représentatif. Le handicap est une compétence qui attire toute mon attention et notre attention au niveau départemental. Et je voudrais vous affirmer que nous assumons tout à fait cette charge, que nous l'assumerons avec force et détermination. Je remercie à nouveau les organisateurs et souhaite à chacune et chacun de trouver dans ce webinaire toutes les réponses à leurs préoccupations et à leurs demandes. Voilà. Merci, M. Fourré. Merci pour votre participation et votre disponibilité. Nous allons donner suite au webinaire maintenant. Donc, juste très rapidement le programme et je laisse la parole à M. Sébastien Diaz. Voilà, alors, mesdames et messieurs, merci d'être là aujourd'hui. Donc, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie. À l'école, dans chaque classe, 1 à 2 élèves est touché par ces troubles des apprentissages. Un problème neurologique, difficile à déceler et qui peut empêcher un enfant à lire, par exemple, à écrire ou bien encore à coordonner ses gestes, alors qu'ils sont en toute capacité intellectuelle et sensorielle pour le faire. Alors, comment diagnostiquer les troubles d'un enfant 10, comme on dit communément, hein? Comment faut-il s'y prendre tôt, voilà. Comment les aider à surmonter ce handicap invisible? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, donc avec l'introduction de M. Georges Fourré, vice-président du conseil départemental en charge du handicap, M. Nordine, directeur adjoint à la MDPH 02, Mme Thierry en charge des évaluations et des éléments de l'MDPH, Madame Alexandrine Cara, inspectrice ASH de l'Académie pour le 02, Nathalie Gros, présidente de l'AFF10, qui va peut-être nous rejoindre très rapidement, voilà, et Marie-Christine Filbert, donc présidente de l'Union des associations du 02. Voilà, donc je vous souhaite une excellente webinaire et je laisse la parole à monsieur Nordine qui pourrait commencer avec Madame Cara. Voilà, merci à vous et bon webinaire. Voilà, je voulais me présenter aussi. Donc, moi, je m'appelle Minache, je suis la cofondatrice de Cantou et c'est un vrai plaisir de collaborer avec l'association DISEN pour l'organisation de ce webinaire et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Bon, très bien, merci pour ce propos introductif, Monsieur Diaz. Donc, l'objet de notre propos aujourd'hui, ce sera de pouvoir un petit peu… Alors, vous savez qu'on est dans une période
très importante actuellement puisqu'on prépare, on est en pleine préparation de la rentrée scolaire prochaine. Donc la MDPH est totalement mobilisée et la CDAPH également pour pouvoir évaluer et voilà, ouvrir des droits pour les jeunes qui sont en situation de handicap, hein, de manière à ce que la rentrée scolaire, et là on travaille de concert avec nos collègues de l'éducation nationale, puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc vous vous doutez qu'aujourd'hui, on a un flux de demandes encore très important, hein, au niveau de la MDPH, hein, et c'est le cas depuis, je dirais, le début de l'année, hein, avec vraiment voilà, les premières demandes, mais également les renouvellements. Donc énormément de dossiers en instance, hein, d'évaluation, et l'objectif va être de pouvoir tous les évaluer, on l'espère, avant les vacances d'été, hein, de manière à ce que des solutions puissent être effectivement mises en place à la rentrée. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée de notre, en tout cas le fil conducteur de notre présentation, ça va être de pouvoir vous présenter un petit peu le parcours un petit peu du dossier d'une personne en situation de handicap, hein, à la MDPH. Donc, c'est également vrai, bien sûr, pour les enfants qui sont atteints de troubles 10. La manière dont la MDPH aujourd'hui évalue les situations qui sont transmises, à partir de quels éléments. Donc, on vous donnera également, puisque je crois que dans l'auditoire, on a plusieurs peut-être parents ou familles de jeunes qui sont atteints de troubles 10. Donc, on vous donnera bien sûr des conseils de manière à ce que le dossier, quand il arrive à la MDPH, soit le plus complet possible pour qu'on puisse l'évaluer avec l'ensemble des éléments. Ça, c'est un prérequis qui est indispensable. Donc, on interviendra peut-être à deux voix avec ma collègue Bérangère Thierry, donc, qui est chef du service analyse et évaluation, hein. Donc, vous pouvez commencer à dérouler tranquillement le PowerPoint, hein. Donc, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, la MDPH, hein, je le rappelle, mais c'est important de le rappeler même après 15 années d'existence, la MDPH aujourd'hui est un véritable guichet unique qui a vocation à accompagner les personnes dans leur parcours de vie, et qui est bien sûr aujourd'hui une MDPH qui a été créée, qui émane de la loi de 2005, qui est vraiment la loi fondatrice dans le champ du handicap, hein, qui crée notamment, bien sûr, un droit à compensation par rapport aux conséquences du handicap dans la vie quotidienne des personnes et des enfants, et qui, justement, qui crée aussi une réponse individuelle à des besoins, une réponse personnalisée, puisque aujourd'hui, à la MDPH de l'Aisne, on y reviendra peut-être un petit peu après, les évaluateurs évaluent des besoins, bien sûr, en tenant compte des demandes et des aspirations des personnes, et apportent des réponses individualisées, avec un plan personnalisé de compensation ou un plan personnalisé de scolarisation individuel pour chaque enfant. Ce qu'on voulait vous préciser également aujourd'hui, c'est que au niveau de la MDPH, les évaluateurs aujourd'hui n'évaluent pas forcément une pathologie. Ils évaluent un retentissement de cette pathologie dans la vie quotidienne de l'enfant, en l'occurrence. À pathologie identique, on peut avoir une évaluation différente, une réponse aux besoins qui est différente, et des mécanismes de compensation qui sont également différents. Donc voilà, on est bien dans une évaluation des retentissements et dans une évaluation globale. Aujourd'hui, dans l'équipe d'évaluation de la MDPH, on a plusieurs corps de métier. Là, en l'occurrence, sur l'évaluation des situations des enfants, bien sûr, on peut avoir une expertise du corps médical, hein, puisqu'on a fait appel à des médecins, on a des professionnels paramédicaux, on a des assistants sociaux, on a des psychologues, on aura demain des éducateurs spécialisés. Donc voilà, on a une équipe pluridisciplinaire qui est justement là pour pouvoir prendre en compte toutes les dimensions, en tout cas, toutes les dimensions avec vraiment une expertise, voilà, multidimensionnelle autour de la situation de la personne.
et que la personne, en tout cas la situation, puisse être évaluée aussi dans son environnement. Et toute la notion des troubles cognitifs, donc les troubles cognitifs qui sont très, très, très larges et variés, où voilà, les troubles neurodéveloppementaux vont aussi pouvoir avoir toute leur place dans cette définition. Et donc, comme le disait très bien Monsieur Nordine tout à l'heure, donc le handicap, ce n'est pas seulement la pathologie ou le diagnostic, ce n'est pas non plus l'intensité de l'altération de la fonction, c'est vraiment les retentissements de ce handicap dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit donc pour les enfants dans tout l'environnement scolaire, dans les apprentissages, que ce soit les retentissements au niveau de la vie familiale également qui vont être pris en compte pour rendre des réponses et pour pouvoir faire rentrer la personne dans ce qu'on va appeler, nous, professionnels, dans le champ du handicap. C'est ces retentissements, en fait, qui font l'entrée dans le champ du handicap. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, donc l'étude des dossiers, comment voilà, va être étudié très globalement le dossier à la MDPH, donc le circuit de notre dossier. Donc vous, parents d'enfants, vous déposez un dossier à la MDPH, donc ce dossier peut être déposé par papier, par voie postale. Vous pouvez venir le déposer à la MDPH ou maintenant, on a mis en place le téléservice. Donc, c'est par voie complètement dématérialisée. Donc, vous avez l'adresse où vous pouvez vous connecter pour déposer ce dossier en ligne. Donc, aujourd'hui, il y a un dépôt de dossier. Donc, demain, ce dépôt de dossier, Ismaël, tu pourras compléter, ce site sera interactif. On pourra voir un petit peu où en est le dossier, l'évolution du dossier, du parcours du dossier au sein de la MDPH. Donc voilà, donc le dossier est déposé, il est numérisé puisqu'aujourd'hui on travaille complètement de façon dématérialisée. Le dossier passe en évaluation, on vous envoie les propositions via le plan personnalisé de compensation dans lequel s'ajoute le plan personnalisé de scolarisation. À l'issue de ces 2 envois, vous pouvez nous faire remonter votre accord ou votre désaccord ou vos appréciations sur ce plan. On peut être amené à revoir la proposition. On peut également être amené à prendre contact avec vous si on a des difficultés particulières suite à vos remontées. Ensuite, le dossier va passer en commission des droits et de l'autonomie. Donc, c'est vraiment la commission qui est décisionnaire. L'équipe d'évaluation est là pour émettre des propositions et seule la commission va pouvoir valider ou invalider ces propositions. C'est pour ça que parfois, des propositions qui vous sont faites par l'équipe d'évaluation, la notification peut être différente parce que les membres de la CDAPH, donc de cette commission, lors de la présentation du dossier, ont pris d'autres décisions. Et donc, on vous envoie à l'issue la notification de décision. Donc, vous pouvez continuer. Voilà, donc l'évaluation, comme je vous le disais, elle est globale. Elle est multidimensionnelle, donc elle va vraiment considérer le projet de la personne, ses souhaits, ses attentes, l'environnement dans lequel elle évolue et la nécessité de la pluridisciplinarité pour observer et apprécier la situation du handicap. Donc, comme vous le disiez, Monsieur Nordine, donc les équipes sont multidisciplinaires et à ces équipes, au niveau de la scolarisation, sont aussi intégrés des enseignants qui sont spécialisés. Et là où on a un partenariat fort avec l'éducation nationale, on a des enseignants référents qui intègrent les équipes d'évaluation et qui nous apportent toute leur expertise de terrain sur l'évaluation des situations de ces enfants. Et les réponses peuvent être de toute nature et ne sont pas uniquement des réponses de la MDPH, ça peut être des réponses de droit commun. Et la première réponse qui peut être apportée, c'est des aménagements dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé qui peuvent être mis en place et qui peuvent suffire. Les réponses sont vraiment dans tous les domaines de ce qui existe et pas seulement de la MDPH. On peut continuer. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est là où on va pouvoir vous donner quelques conseils. Donc, comment se passe l'analyse de la demande? Donc, l'équipe recueille l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation. Donc, l'historique du parcours de la personne, les demandes qui sont formulées
et le recueil des pièces complémentaires. Donc, en fait, ce recueil de pièces complémentaires, donc on va avoir effectivement le GEVASCO, hein, qui rentre dans le cadre de l'équipe de suivi de scolarisation. Et vous pouvez, dès le départ, nous apporter des éléments complémentaires. Si vous avez un bilan d'un ergothérapeute, un bilan d'un orthophoniste à disposition, un psychomotricien, un psychologue, vous nous les mettez dès le départ quand vous nous déposez le dossier. Plus on aura d'éléments, hein, d'évaluation dès le départ, plus on pourra vous rendre une réponse complète et rapide, hein, de la situation, et puis on aura d'éléments qui vont nous permettre d'affiner et de recenser le besoin au plus proche de la réalité. Hein, si on ne connaît pas l'ensemble de la situation, fatalement, peut-être qu'il y aura un pan des besoins qu'on aura moins bien identifié puisqu'on n'aura pas ces informations. Hein, donc, on analyse la situation avec l'ensemble de ces situations. Donc, pour les premières demandes, hein, on a une première lecture rapide avec un binôme gestionnaire administratif et évaluateur. Et si on a l'ensemble des éléments, on peut tout de suite statuer sur le dossier et vous rendre une réponse rapide. Pour les dossiers qui vont être un peu plus compliqués, pour lesquels il va falloir une expertise un peu plus poussée, on va avoir diverses thématiques. Hein, donc, et pour les enfants, ça va être donc des thématiques d'inclusion scolaire, des accueils en établissements médico-sociaux. Donc là, c'est des équipes plus spécifiques pour lesquelles on va étudier les demandes de CESAT, par exemple, d'accompagnement par un service, ou des demandes d'entrée en établissements médico-sociaux tels que les IME ou les DITEP. On a aussi une équipe spécifique pour tout ce qui va être trait à les troubles autistiques, en fait, où on a des professionnels, hein, experts qui vont pouvoir rejoindre ces équipes. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, vous avez bien compris, hein, que pour pouvoir évaluer au mieux l'importance du certificat médical, hein, il faut vraiment insister auprès du médecin qui complète ce certificat médical. Il faut vraiment que le certificat soit rempli de façon complète et détaillée. Ça va être la clé d'entrée, en fait, hein, dans le champ du handicap, d'avoir vraiment les retentissements qui vont confirmer cette altération durable et substantielle. Pour compléter ce que dit Madame Thierry, le moment du remplissage du certificat médical est déterminant. C'est-à-dire que le conseil qu'on peut vous donner, en tout cas en tant que professionnel de la MDPH aujourd'hui, c'est que le moment où ce certificat médical est rempli doit être un moment à part entière. C'est-à-dire que vous devez même prendre rendez-vous avec le médecin pour justement planifier le remplissage du certificat médical. Le certificat médical, ce n'est pas un document que le médecin doit renseigner en fin de consultation et sur un bout de... Voilà, c'est un moment déterminant. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans nombre de dossiers d'enfants ou même d'adultes, certains certificats médicaux ne sont pas suffisamment remplis et ne permettent pas d'apprécier le retentissement du handicap et déjà d'apprécier parfois, de connaître la pathologie. Donc, c'est des éléments qui sont indispensables. Et c'est très difficile pour un évaluateur. Vous savez, un évaluateur, il ouvre un dossier papier, même s'il le fait par voie dématérialisée aujourd'hui. C'est difficile de se faire une photographie et une idée très précise d'une situation quand il manque énormément d'éléments. Donc, le certificat médical, c'est un élément important. Il n'est pas forcément plus important que d'autres éléments, hein. C'est un aspect parmi tant d'autres. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'il puisse être complété intégralement et exhaustivement. Voilà. Voilà, donc ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il est important qu'on puisse se rendre compte des limitations dans ce que peut faire la personne qui s'adresse à nous, donc là en l'occurrence, hein, les enfants pour lesquels on va étudier le dossier, et les restrictions, donc les limitations d'activité, les restrictions de participation. En fait, c'est bien ça qui va nous permettre d'affiner et de rendre une réponse individualisée, parce qu'on est bien, hein, sur une réponse individualisée pour chaque personne, parce que pour une même difficulté de départ, en fonction de l'environnement et des limitations, la réponse ne sera pas forcément tout à fait la même. C'est vraiment une réponse individualisée, et ça du fait du handicap. Hein, et tout ce qui va être la description de l'environnement est aussi important
pour nous, parce qu'effectivement, un enfant qui va être à la campagne avec des difficultés de déplacement, avec des parents qui eux-mêmes ont des difficultés, on ne rendra pas forcément la même réponse qu'un enfant qui va être en ville avec un noyau d'aide qui va être beaucoup plus développé. Donc, c'est important qu'on ait toutes ces limitations dans nos dossiers, mais il est aussi important qu'on ait donc ces freins, mais aussi ce qui fonctionne bien. Parce que un enfant qui va être en situation de handicap, soit il a des difficultés, mais il a aussi plein de choses qu'il arrive à faire. Et souvent, dans les dossiers, on n'a pas toutes ces choses qu'il arrive bien à faire et comment il a développé les stratégies pour les faire. Et ça va être aussi important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une image complète de cet enfant en disant « Ah bah oui, il arrive à faire ça de telle façon, donc peut-être que l'aide qu'on va pouvoir lui apporter, elle va passer par là. » Et donc, on aura peut-être une réponse un petit peu différente puisqu'on n'avait pas ces potentialités qu'on a découvert chez cet enfant. Et c'est pas parce qu'on met ce qui va bien que nous on va dire ah bah tout va bien, on lui donne pas. Non, on fait vraiment l'évaluation globale et l'équilibre entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est l'ensemble de ça qui va nous permettre d'avoir la réponse qui va être la plus adaptée et qui permettra à l'enfant de poursuivre sa scolarité et de poursuivre ses apprentissages dans les meilleures conditions possibles. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Si je peux rebondir avec Oui. vous, Madame Thierry, Oui, c'est d'où l'intérêt aussi, parce que je vois que ça vient un petit peu de toute la France, nos webinaires, c'est vraiment se rapprocher aussi de leur association, qui, ne faut pas oublier, l'association est là pour faire une courroie de distribution et travailler vraiment avec la MDPH, avec l'académie, justement pour apporter les meilleures solutions. Et l'idée, à l'occurrence pour nous, d'ICEN, c'est vraiment d'accueillir les personnes et déjà d'étayer déjà bien le dossier pour pouvoir apporter un maximum d'informations aux intéressés pour qu'il y ait un meilleur traitement du dossier. Je pense que notre collaboration a porté ses fruits justement à ce sujet. Et c'est vrai que plus nous, on étaye la sensibilité de la famille et de l'enfant, mieux c'est pour une prise en charge. J'en viens également pour le médecin, le certificat médical. Surtout, pour rebondir avec ce que disait M. Nordine, lorsque vous prenez rendez-vous avec votre médecin, bien spécifier que c'est pour remplir le dossier MDPH. Bien spécifié. Parce que sinon, comme vous le dites, si c'est sur un coin de table ou un médecin, en règle générale, vous prend sur 15 minutes. Donc voilà, donc il vaut mieux qu'il prenne son temps, même si c'est en fin de journée, pour bien discuter avec son médecin. Alors il y a des questions qui disent oui, les médecins ne sont pas formés et autres. Je pense que les médecins sont très avertis et je pense que justement en prenant le temps d'être avec son médecin, d'expliquer les choses, le médecin pourra tout à fait prendre en considération les demandes de l'enfant et les besoins de l'enfant. Voilà. Merci. Donc, je poursuis très rapidement. Voilà, on a voulu vous mettre une petite info par rapport à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, en fait, c'est une commission qui est composée de 23 membres. Ces 23 membres sont issus d'horizons très différents. On a des personnes, des associations, des représentants des personnes en situation de handicap. On a également des représentants de l'État. On a des représentants des autorités de régulation, donc l'Agence régionale de la santé, le conseil départemental. On a également l'éducation nationale qui est représentée. On a les établissements médico-sociaux. C'est ça, les établissements médico-sociaux. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, en fait, ce sont 23 membres avec donc une représentation sur la commission quand elle se tient sur les sessions de minimum 11 membres. En temps normal de fonctionnement. Et elle seule, comme je vous le disais tout à l'heure, est habilitée à prendre les décisions. C'est vraiment elle qui prend les décisions. Et si voilà, les décisions ne vous conviennent pas, donc il y a des moyens de revenir vers nous. Donc on a le comité restreint. Donc en fait, ce comité restreint, c'est une émanation. Donc c'est un montage qui existe à la MDPH 02. Chaque MDPH fonctionne par rapport à ça
parfois de façon un peu différente. Donc, nous, on a choisi une émanation des membres de cette commission pour recevoir les personnes, pour pouvoir avoir justement un temps d'échange privilégié avec les membres de la commission et permettre d'expliquer les difficultés qu'on n'a peut-être pas forcément bien cernées. Ces membres de la commission sont vraiment une passerelle entre la session, l'entité CDAPH et l'usager, et rapporte les propos de l'usager lors de la commission pour prendre une décision définitive, qui peut être modifiée suite à cet entretien. C'est vraiment un temps d'échange privilégié qui permet de comprendre pourquoi les propositions ne sont pas forcément en accord avec les demandes de départ, et d'avoir cet échange-là privilégié et de comprendre un petit peu le travail des uns et puis les difficultés des autres. Voilà, donc la notification, donc suite à la notification, il y a des voies de recours qui peuvent se faire dans un délai de 2 mois. Donc c'est le fameux RAPO, donc c'est le recours administratif préalable obligatoire que vous pouvez nous déposer suite à la notification pour nous permettre de revoir la situation. Et si vous nous déposez ce RAPO, ce recours, il faut vraiment nous apporter des éléments complémentaires pour qu'on puisse revoir la situation, et peut-être qu'il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte, qui n'était pas présent à l'époque, qui va nous permettre de revoir la situation dans sa globalité. Donc ce recours fait l'objet d'un nouveau passage en commission pour revalider les nouvelles propositions ou revalider le fait qu'on maintienne les décisions de départ. Et suite à ça, si jamais vous n'êtes toujours pas en accord avec les propositions, c'est seulement après cette étape qu'il y a la possibilité de se tourner vers le tribunal judiciaire au jour d'aujourd'hui. Il y a une autre voie qui existe, qui est la conciliation, où là, vous pouvez faire appel à un conciliateur, donc, qui est quelqu'un de complètement extérieur à l'MDPH, qui est là pour vous écouter et vous donner éventuellement des explications et des conseils sur la marche à suivre ensuite pour l'étude de ce dossier. Excusez-moi, Madame Thierry, je suis Oui. obligée de vous vous demander Oui. de… D'accord, très bien. Faire attention au temps. Oui. Ouais, donc après, on avait relisté les prestations enfants, donc, mais je pense que vous les connaissez tous, donc je ne vais pas les faire dans le détail. Donc, il y a toutes les prestations qui vont être financières, donc l'AEEH, les compléments, la prestation de compensation du handicap, les prestations, donc les cartes de mobilité, inclusion, priorité, stationnement à validité. Donc, sur la diapositive suivante, on a toutes les prestations liées à la scolarisation, que je pense que vous connaissez tous, donc je les avais relistées. Et sur la dernière slide, c'est toutes les prestations liées à l'accompagnement médico-social, donc avec tout ce qui va être CESAD, les établissements médico-sociaux. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, et on vous a remis nos coordonnées où vous pouvez nous joindre. Donc, pour tout ce qui est d'ordre général, donc le contact mdph@n.fr, et ensuite la boîte du fonctionnel du service où sont étudiés les dossiers des enfants qui s'adressent à nous. Donc, mdph.parcoursdesusagers@n.fr. Voilà, j'en ai fini. Merci, Madame Thierry. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Thierry, Monsieur Nardine, que j'ai le plaisir d'accueillir Madame Alexandrine Cara de l'Éducation nationale pour nous faire sa petite présentation. Donc oui, je vais être assez rapide. Bonjour à tous. Donc, est-ce que c'est possible de mettre la première diapositive? Il y a beaucoup de chiffres, donc je vais passer assez vite pour pas lasser les gens aussi. Donc, sur cette diapositive, je voulais montrer deux choses. C'est le pourcentage d'élèves en situation de handicap dans l'enseignement ordinaire par rapport au national et par rapport à l'académie. Donc, on s'aperçoit, si vous regardez la dernière ligne pourcentage, il y a 3,1% d'élèves en situation de handicap au niveau du département de l'Aisne, et au niveau du national, on est à 2,7%. Donc, on est
entre guillemets, hein, surreprésentés, sans qu'il y ait un jugement de valeur par rapport au département de l'Aisne, par rapport au niveau national. On est également au niveau du premier degré, on arrive réellement au niveau du département de l'Aisne à faire monter nos élèves dans le second degré. On s'aperçoit qu'on a 2,7% d'élèves dans le premier degré et nous en avons 3,6% au niveau de 2018 au niveau du second degré. Et on en a encore plus au niveau de 2020. Cela s'explique par les ouvertures de dispositifs ULIS, dispositifs d'inclusion scolaire que nous mettons en place au niveau du département de l'Aisne pour mailler le territoire. C'est-à-dire que nous avons fait encore 4 ouvertures de dispositifs ULIS dans le département de l'Aisne et au niveau académique, c'est nous qui ouvrons le plus, aussi bien au niveau du collège que du lycée, justement pour améliorer le parcours de formation des élèves et se dire qu'ils vont pouvoir être accompagnés jusqu'au lycée général et lycée professionnel. Donc voilà, c'était ce petit point-là. Est-ce que c'est possible de passer la deuxième diapo, s'il vous plaît? Oui, juste après, s'il vous plaît. Voilà. Là, ça bougeait un petit peu les chiffres. Là, c'était pour vous montrer un petit peu l'évolution au niveau des élèves en situation de handicap dans le département de l'Aisne. Alors, on est parti en 2017 à 3192 et en 2020, nous sommes à 3729. Il y a eu 255 élèves de plus notifiés entre 2018 et 2019 et 307 en plus entre 2019 et 2020. C'est énorme. Alors, comment on peut expliquer cela? Je dirais plusieurs éléments. Déjà, des plateformes de dépistage. Au niveau du département de l'Aisne, Monsieur Diez pourra nous le dire également, on était très, très en retard sur le dépistage des élèves 10. Donc, je pense qu'on remonte un petit peu notre retard, entre guillemets, sur le dépistage, qui me semble bien meilleur, mais encore, il faut encore qu'on soit plus précoce dans le dépistage, mais il y a des choses qui ont été faites grâce à la plateforme 10 au niveau de Saint-Quentin, puisque dans le département de l'Aisne, on était vraiment très à l'écart d'Amiens, avec des gens qui étaient dans l'impossibilité, il faut le dire, je pense aux Thiérachiens, ceux qui sont à Hirson ou autres, de se déplacer sur Amiens et des temps d'attente extrêmement longs. Il y a ce point-là. Et également le dépistage par rapport aux élèves autistes. Il y a beaucoup d'élèves d'enfants autistes dans notre département. Et le dépistage des enfants autistes nous a permis, en tout cas, ils sont mieux dépistés. Ça permet en tout cas de pouvoir les repérer et d'ouvrir des unités d'enseignement maternel autisme également. Donc, c'est vraiment un point fort sur ces 2 dernières années par rapport à ça. Moi, je me dépêche. Donc, diapo suivante. C'était pour montrer un petit peu les heures d'accompagnement par rapport aux élèves qui sont notifiés par la MDPH suite à cette évolution des dossiers d'élèves. Donc, on a plus d'élèves et plus d'heures notifiées. Il y a une logique. Donc, entre 2018 et 2019, on a eu 3652 heures en plus de notifiés. Et entre 2019 et 2020, 733 heures en plus de notifiés, ce qui correspond à nos élèves aux AVSM ou aux AVSHM mutualisés que nous mettons en place, notamment pour les élèves 10, pour l'accompagnement, pour le matériel ou pour d'autres types de choses, et les élèves autistes qui sont souvent accompagnés à temps plein sur temps de scolarisation par une AESHI individualisée. Donc, je voulais faire un point sur le matériel pédagogique, puisque le matériel pédagogique, il est notifié par la MDPH. Donc, on a demandé au ministère d'avoir davantage d'argent pour accompagner les élèves au niveau des ordinateurs, mais ça peut être aussi au niveau d'une imprimante braille, puisqu'on a des pôles déficients visuels. Donc, entre 2018 et 2020, vous voyez, en 2018, on avait 162 000 €. Et en 2020, on a 180 000 € et certainement qu'il faudra que je demande une rallonge supplémentaire pour la fin d'année, pour l'achat d'ordinateurs supplémentaires, par exemple, pour vous montrer un petit peu l'évolution. On va vous montrer la diapositive suivante. Alors là, c'était un exemple de fiche. On était très en retard, on était toujours en décalage entre la notification MDPH et en fait, on se posait toujours la question, mais quel matériel faut-il mettre pour que ça soit le plus pertinent pour l'élève, parce que nous dire juste, c'est pas une critique,
il faut un ordinateur, une souris scan, ben, ça ne nous suffit pas en fait. C'est vrai qu'il fallait qu'on soit encore plus pertinent pour répondre le mieux possible à la demande de chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Il y a plein de types de 10. Et du coup, on a essayé, en lien avec la MDPH, hein, d'être plus fin au niveau du départ, c'est-à-dire de la prise en charge dès le départ, pour savoir quel type de besoin a l'élève. Donc ça, c'est beaucoup les ergothérapeutes, on ne va pas se cacher, hein, M. Diaz, qui nous aident hein, sur ce point-là. Et nous, à partir du moment où c'est écrit par l'ergothérapeute, on y va en toute confiance et du coup, ça nous permet un gain de temps phénoménal pour bien cibler ce dont a besoin l'élève. Donc voilà un petit peu le type de fiche qu'on met en place. On va en mettre d'autres pour être encore plus pertinent, plus rapidement pertinent sur le type de matériel qu'il faut choisir pour l'élève. Hein. Voilà un petit peu. Avant-dernière diapositive. Voilà. Donc c'était juste, comme vous avez gardé le diaporama, les textes réglementaires. Donc par rapport au GEPASCO première demande et par rapport au GEPASCO réexamen. Donc, on va passer à la dernière diapositive. L'objectif, c'était de vous dire que le GEPASCO première demande, nous, au niveau de l'éducation nationale, on remplit le feuillet GEPASCO première demande qui est rempli par l'équipe éducative, en principe à la demande des parents, et en principe, elle est remplie avec les parents. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'être avec les familles et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Voilà un petit peu ce qu'on fait par rapport au GEPASCO première demande et après à GEPASCO réexamen. Et là, c'est en équipe de suivi de scolarisation avec l'enseignant référent, avec l'ergothérapeute s'il y a un ergothérapeute, enfin, toutes les personnes qui sont autour qui vont devoir remplir au mieux le GEPASCO pour que les équipes pluridisciplinaires puissent appréhender le mieux la situation en fonction des besoins des élèves. Voilà un petit peu, je ne vais pas parler des pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Je vois qu'il y a des questions sur ABSM, il y a 6 heures, 7 heures. Là, il faudrait que j'approfondisse à nouveau sur ce qu'est un PIAL, parce que même si on met 6 heures, 7 heures, 8 heures, l'objectif, c'est de se dire qu'un élève, à un moment donné, il aura besoin de 6 heures, mais sur un PIAL, on met un nombre d'heures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pourra peut-être avoir besoin de 12 heures, et il aura ces 12 heures, même s'il a une ABSM. Et là, je crois que ça serait plus long peut-être à expliquer, mais peut-être, M. Dez, une autre fois, un autre séminaire, le cas échéant, pour bien expliquer toute cette possibilité-là, se dire, il y a un besoin qui est notifié. À partir de ce besoin-là, comment on va rendre l'élève autonome, avec quel matériel, avec qui et quelle adaptation aussi de l'enseignant. Parce que notre objectif aussi, c'est bien que l'enseignant adapte ses cours, numérise ses cours, plutôt que systématiquement donner du matériel et que l'élève doit faire avec l'AESH. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas être plus que ça. Merci, Madame Cara, c'était parfait. Alors, si je peux apporter déjà sur l'évolution, déjà depuis la création de l'association DICEN, je tenais quand même à remercier donc, les services de Madame Cara et de la MDPH de l'évolution qui a été faite déjà depuis ces 3 ans et l'accélération de la prise en charge des dossiers déjà depuis, on va dire, les 4-5 derniers mois. C'est vrai que le traitement de la MDPH va très, très vite maintenant. Monsieur Nordine, je pense que vous êtes d'accord, on est sur 4 mois, ce qui était… Disons que on priorise aujourd'hui le traitement de ces dossiers 10. Ouais. Je suis un peu moins positif que vous sur nos traitements, nos délais de traitement globaux hein, pour les enfants et les adultes, mais en tout cas là, on est totalement mobilisé pour que ces enfants aient un accompagnement adéquat à la prochaine. Nous, alors, pour un retour de terrain, je peux vous dire que les parents sont hyper satisfaits, en fait, et même très surpris d'avoir une réponse aussi rapide de la MDPH. Donc, il faut génial. Féliciter les équipes de la MDPH. Exactement. C'est en live, voilà, et je tiens à vous féliciter, Madame Cara également, parce qu'on voit bien que même au niveau des PIAL, on aura peut-être l'occasion d'en faire justement une visio d'ici quelques temps, justement bien spécialisée, bien comprendre aussi la mise en place des PIAL, pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est simple, mais c'est compliqué hein, à la fois, et donc je pense que vous avez vraiment l'expertise parfaite pour vraiment bien développer tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Mais en attendant, même chose, j'ai un retour des
les enseignants et autres en disant, bah oui, ça marche plutôt pas mal. Comme il y a un bon suivi MDPH Academy, ça matche plutôt pas mal. Donc, félicitations à tous. Bravo pour ce travail déjà depuis 3 ans et cette accélération déjà depuis quelques mois. Bravo à vous. Merci à Madame Chiara, Monsieur Nardine et Madame Thierry pour cette intervention. Je vous propose d'avancer sur notre programme et démarrer notre table ronde sur le sujet de l'importance de l'outil informatique pour les 10. J'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes ici, je suis assez heureuse de les avoir avec nous. Donc, Madame Nathalie Gros, présidente de la FF10, la Fédération française des 10, Madame Marie-Christine Philibert, de l'Union des associations de personnes handicapées de l'Aisne, Monsieur François Billou, cofondateur de Country Scream, mon collègue, et enfin Monsieur Brian Carbans, représentant de la société Scanning Pens, qui fait des souris scanners. Donc, je propose... Les stylos-lecteurs, pardon. Je donne la parole à Madame Gros. Est-ce que vous nous entendez? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir cette table ronde, si j'ai bien compris. Moi, je voudrais quand même commencer par une note positive. J'ai lu attentivement le chat et je vois bien qu'en France, ce n'est pas partout pareil et ça, ce n'est pas un scoop. Mais la note positive, elle vient qu'en 2005, la loi handicap, avec la création des MDPH partout en France, c'était une porte d'entrée, un guichet unique. Et il y a une institution qui a ouvert, qui a fait d'énormes progrès à l'époque, qui a pris à bras le corps la question du handicap, c'était l'éducation nationale. Alors, évidemment, pour les parents, ça avance jamais assez vite, mais il faut noter que l'inclusion est arrivée avec Sophie Cluzel, la notion d'inclusion, et on voit qu'il y a une démarche depuis 2005 qui ne fait que progresser et qu'on ne reculera pas, et j'en suis persuadée. En ce qui concerne les pourcentages, juste pour rappeler que les 10, ça représente entre 6 et 8% de personnes ou d'élèves, donc les dysphasies et dyspraxies, les dysphasies, dyspraxie et dyslexie. Et ce que je voulais dire, puisque le sujet est l'outil informatique, on a vécu une période de confinement il y a 1 an. Et on a vu des enseignants vraiment à prendre à bras le corps, à tenir à essayer enfin on peut dire essayer parce que les tuyaux informatiques n'avaient pas prévu autant de débit. Hein. On s'est tous mis finalement à des webinaires et on n'était pas expérimentés, hein, ça il faut le dire, hein, on n'était pas habitués. Et il y a des choses qui se sont produites qui ont été possibles pendant cette période et on espère qu'elles pourront perdurer. C'est par exemple tous les envois des fichiers numérisés, les cours numérisés. Et ça, c'était une demande très forte des élèves 10. Donc, c'est grâce finalement à l'informatique, quelque part, où les choses ont pu finalement se produire pendant cette période. Certains jeunes 10, pendant la période du confinement, étaient déjà très familiarisés aux outils, hein, grâce finalement aux dotations de l'éducation nationale et notifications par les MDPH ou par le biais des plans d'accompagnement personnalisé, PAP, qui est aussi une voie pour pouvoir utiliser son outil informatique. Certains jeunes étaient finalement moins décalés que d'autres puisqu'ils avaient déjà l'habitude d'utiliser des outils informatiques. Au passage, je salue les professionnels qui accompagnent puisque un outil informatique sans accompagnement, c'est très difficile de s'approprier tous les logiciels. Les ergothérapeutes œuvrent notamment dans ce domaine, mais elles n'œuvrent pas que dans ce domaine, mais elles sont un peu spécialisées certaines. Voilà, donc on est à la croisée de quelque chose. Il est évident que pour que ces ordinateurs ne restent pas au fond d'un cartable,
ou que dans les classes, il y ait bien la prise électrique au bon endroit pour que l'ordinateur tienne le coup toute la journée. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire évoluer, hein, c'est clair. Je vais vous faire un vœu, c'est-à-dire j'aimerais que, en fait, à un certain âge, à l'éducation nationale, pas attendre les post-bac, c'est-à-dire après le bac, qu'on initie tous les jeunes en handicap, en situation de handicap ou pas, à l'utilisation des outils informatiques, et notamment de profiter quelque chose que les dyslexiques, notamment les dysorthographiques, ont besoin, c'est le correcteur d'orthographe. Et je crois que dans le monde du travail aujourd'hui, on a le droit de l'utiliser sans avoir une notification MDPH, puisque tout le monde a Word, des outils où il y a le minimum du correcteur d'orthographe est déjà en vrai. Donc ça me fait un deuxième vœu que je voudrais faire, c'est que juste que ces outils de compensation tout le long de l'année soient possibles et arrivent au moment des examens. Ce qui paraît logique pour tous ceux qui sont myopes de garder leurs lunettes, elle a dit s'ils aimeraient garder leurs aides au moment des examens. Et là, il y a un petit peu de progrès, mais ça avance. Moi, je suis persuadée qu'on n'est que sur le chemin des voies positives. Peut-être que je pourrais passer la parole à Marie-Christine, je ne sais pas, je suis un peu longue. Oui, je peux prendre le relais. Si tu veux. Voilà. Tout le monde entend. Bon, je ne sais pas si vous me voyez, mais bon. C'est on te voit, Marie-Christine. Oui, on vous voit et on vous voit très bien. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, Marie-Christine Filbert. Je préside dans l'Aisne l'Union des associations de personnes handicapées. Je suis parent et ça fait une quarantaine d'années que je suis sur le pont. Voilà, donc matériel pédagogique, je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que c'est vraiment une réponse au service de la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec l'attention quand même particulière de ne pas donner à penser que handicap égale ordinateur, et avec un petit clin d'œil, handicap n'égale pas forcément auxiliaire de vie scolaire non plus. Ce sont bien sûr des aides à penser, ce sont des aides à articuler avec d'autres, et en premier lieu avec les aménagements et les adaptations pédagogiques et une certaine forme d'organisation de la classe. Donc le matériel pédagogique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Donc si c'est un outil, lequel, pour qui, un outil pour faire quoi? Donc, vous voyez bien qu'une fois, si on se pose que ces questions-là, on voit bien qu'il convient de repérer, de définir le besoin et puis d'organiser la réponse. Ça paraît très évident. Du coup, deux questions. En quoi cet outil, alors dans sa très, très grande diversité, je pense qu'on aura des professionnels de ces outils tout à l'heure, c'est très vaste. En quoi cet outil va être utile? En quoi il vient rendre l'école accessible? On a parlé d'accessibilité avant de parler de compensation. Et en quoi ça devient davantage un outil pour faire passer le message de l'enseignant? Donc, c'est un peu ce que disait Madame Cara tout à l'heure, c'est ce qui pose automatiquement la question de la posture et de la formation des enseignants à être en capacité de travailler avec des outils adaptés. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a encore une marge de progression dans les formations initiales et continues des enseignants. Deuxième question, en quoi le matériel pédagogique, l'outil, est en compensation de la situation de handicap? En quoi il vient lever des obstacles aux apprentissages et qu'on a pu identifier, repérer, observer au sein de la classe? Alors, d'autres questions, est-ce que c'est un matériel, un outil qui va augmenter les capacités de l'élève? Est-ce qu'il va donner de la rapidité? Est-ce qu'il va donner de l'efficacité? Est-ce qu'il va donner de la commodité dans le sens où il va aider l'élève à s'organiser, aider l'élève à développer ses propres stratégies? Est-ce qu'au contraire, où il va plutôt soulager l'élève d'une tâche non essentielle ou alors coûteuse en énergie pour que l'élève soit libéré pour une tâche plus importante? Est-ce qu'il va permettre de décharger une tension trop forte? Est-ce qu'il va suppléer un manque, une incapacité?
Est-ce qu'il va renforcer justement des capacités par un entraînement? Est-ce qu'il va contribuer à une autonomie qui va être acquise au bout d'un moment? Ben voilà, c'est vraiment des questions très larges qu'il convient de se poser et comme on disait tout à l'heure, pour chaque élève. Et sur ces questions, moi, je vous renvoie aux travaux de l'INSHEA, qui est l'Institut de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes en situation de handicap, et notamment les travaux d'Hervé Benoît et de Jacques Sagot, qui ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Un autre point que je souhaitais partager avec vous, la question du temps. Anticiper le repérage du besoin, c'est indispensable, et donner du temps pour préparer l'arrivée de l'outil et vérifier son efficacité. Vraiment, je siège aussi en CDAPH et quelquefois c'est en CM2 qu'on demande du matériel pédagogique parce que hop, la 6e va arriver. Nous, on trouve que c'est quand même un peu tard parce qu'il y a une question d'apprentissage, vous le disiez tout à l'heure, la question de trouver une ergo, de passer du temps en rééducation avec une ergo. Il faut vraiment anticiper le besoin et c'est vraiment un travail précis qu'il convient de faire. Enfin, moi, j'ai envie de partager un enjeu avec vous. Alors, il vaut pour le département de l'Aisne. J'ai compris qu'il y avait des personnes d'autres départements, mais bon, vous pouvez aussi vous questionner sur votre département. Moi, je pense qu'il faut qu'on développe une culture commune autour de cette question entre famille, enseignants, ergothérapeutes, équipe pluridisciplinaire et CDAPH. Il faut organiser cette culture commune par un lien, par une mise en commun et puis articuler le rôle des uns et des autres. Qui fait quoi pour être efficace, pour apporter les réponses au meilleur moment, pour les déclencher, pour les vérifier, les évaluer et puis faire en sorte que la réponse matérielle pédagogique adaptée ou équipement est bien en adéquation avec le trouble qu'on a observé. À mon avis, dans l'Aisne, me semble-t-il, pour avoir eu des échanges très récemment en CDA avec les membres de la CDA et Madame Carras, ça vous rappellera, je pense qu'à mon avis, on a encore une marge de progression dans notre département. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon angle du repérage, de l'identification et de quel est le besoin qu'il convient de suppléer avec le matériel. Attribuer un matériel a priori ou le refuser a priori, ce n'est pas la bonne entrée. Il faut vraiment qu'on cherche une procédure pour être au plus près du besoin du jeune. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des 10, mais j'ai envie d'attirer l'attention sur l'évaluation et c'est valable pour n'importe quel type de handicap. Bérangère vous a introduit le travail de l'équipe pluridisciplinaire qui travaille sur des retentissements. Et quel que soit le handicap, que ce soit un enfant 10, un enfant porteur de TSA, un enfant porteur de trisomie 21, un enfant avec une cérébrolésion, ce n'est pas son handicap qui va dire qu'il a besoin d'un matériel. C'est bien les retentissements. Est-ce qu'il a des difficultés à se remémorer? Est-ce qu'il a des difficultés à écrire? Est-ce qu'il a des difficultés à s'organiser? C'est vraiment tout ça qui est important à se poser comme question. Et puis du coup, en quoi le matériel va être une réponse et de façon à raisonner peut-être plus en spécificité, mais en termes de mise en accessibilité. Voilà. Si je peux me permettre, juste avant de passer la parole, il y a eu beaucoup de questions sur les médecins tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à la MDPH de l'Aisne, on est très soucieux de ça. Moi, j'ai envie de dire aux familles, rapprochez-vous du médecin qui connaît le mieux votre enfant, avec qui vous allez pouvoir le mieux échanger. Que ce soit un spécialiste ou médecin traitant, on s'en fiche un peu. Le dossier MDPH ne requiert pas un dossier médical rempli par un spécialiste. C'est un médecin. Donc, allez au plus simple pour vous. C'est le plus important. Savoir qu'un médecin n'a pas le droit de refuser de remplir un dossier MDPH. Il y a un texte là-dessus. On pourra donner les références si vous le voulez. Et puis, j'ai vu passer une question sur comment savoir les associations qui siègent à la MDPH. Il suffit d'interpeller votre MDPH. Elle vous donnera la liste des associations qui siègent en CDAPH. Et harceler ces associations, elles sont là pour ça. N'hésitez pas, vous devez avoir leurs coordonnées parce qu'elles sont vos représentants et harcelez-les si vous avez des besoins. Voilà, merci. Merci Marie-Christine.
très explicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à François Billot. Oui, bonjour. Voilà, alors, bon, donc, je me présente. En fait, moi, j'ai développé d'abord Mathéos, un logiciel qui permet de prendre des cours de maths à l'ordinateur, et ensuite, aujourd'hui, donc CantoScribe. Et en fait, pourquoi on a créé CantoScribe? C'est parce que justement, je pense que les discours des uns et des autres ont montré plusieurs problématiques. C'est que on va essayer d'aider des élèves en situation de handicap. Donc, on va essayer de compenser leur handicap. Le numérique peut être une solution pour ça et va souvent aider l'élève. Le problème, c'est que on va compenser un handicap par du numérique dans une école, ça a beaucoup d'impact et de conséquences, en fait. Ça veut dire que déjà, il faut repenser la façon dont on transmet l'information à l'élève, qui avant, on avait un enseignant qui dictait et un élève qui écrivait sur un cahier. On a donc toutes les problématiques de transfert d'informations. On a les problématiques de oui, mais c'est un ordinateur, ça utilise un système d'exploitation, qu'il faut maîtriser. Ça utilise des logiciels qu'il faut maîtriser, qui ne font pas forcément partie de l'enseignement qui est fourni à l'école. Ça demande de combiner tous ces logiciels, donc il faut qu'ils soient interopérables. Ça sous-entend aussi que potentiellement l'enseignant va devoir peut-être adapter sa pédagogie, etc. Il y a beaucoup d'innovations dans l'EdTech. Mais pour autant, est-ce que le fait qu'on veut une école plus inclusive veut forcément dire qu'il faut remettre en cause toute la pédagogie de l'éducation nationale, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, pour partir sur une éducation en ligne avec les nouveaux outils qui sont abordés, qui sont proposés. Et puis aussi la problématique qu'il y a des exercices aujourd'hui qu'on demande à l'élève en classe, qu'on attend, des acquis qu'on va essayer de valider avec lui, qui ne sont pas possibles de valider avec l'ordinateur. Donc c'est à toutes ces problématiques qu'on a essayé de répondre. Mais effectivement, quelle que soit la réponse que vous apportez, que ce soit avec CantoScribe ou avec d'autres logiciels, c'est des problématiques qu'il va falloir avoir à l'esprit quand vous allez apporter la réponse adapté pour un enfant 10 ou en situation de handicap. Et du coup, voilà, alors nous, notre position, ça a été d'essayer de faire en sorte que un enfant en classe avec l'ordinateur puisse suivre le cours de la même façon que l'enfant qui est à côté de lui sur un cahier. Pourquoi? Parce que déjà, ça allège ça simplifie beaucoup la formation des enseignants, parce qu'on va pas en plus leur demander de changer leur pédagogie. On va essayer de leur dire, vous faites comme d'habitude, et simplement l'enfant, lui, avec son ordinateur, avec un outil qu'il maîtrise, il devient autonome. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que quelqu'un écrive pour lui, fasse l'exercice pour lui, mais il est capable de réaliser les différents exercices qui sont proposés, parce que pour chacun de ces exercices, il a un outil qui lui permet de le faire. Et idéalement, ces outils en plus sont intercompatibles, et du coup, il peut même faire un examen, rendre une copie. Donc voilà, c'est ce genre d'approche qu'on a privilégié, en essayant de prendre en compte aussi les problématiques qu'en classe, des fois, on n'a pas Internet, par exemple, et puis en situation d'évaluation, il y a des outils qui remettent en cause la pertinence de l'évaluation, parce que effectivement, voilà, c'est important qu'un élève, pour des raisons d'équité, en fait, pour qu'un élève en situation de handicap, en particulier dyslexique, puisse bénéficier d'une synthèse vocale ou peut-être d'outils de correcteur orthographique, etc. Par contre, quand l'objectif de l'évaluation est justement d'évaluer sa capacité d'orthographe, il va falloir trouver des solutions aussi pour ces problématiques-là, pour pouvoir donner une évaluation qui soit équitable, mais quand même juste de l'élève, pertinente en tout cas de l'élève. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors après, bien sûr, il
il faut que, comment dire, déjà, il y a un travail qui soit fait aussi sur l'acceptation de ces différences. Et aujourd'hui, on a la chance qu'on est dans une société numérique où justement l'ordinateur, la tablette, c'est de plus en plus normal et que l'éducation s'équipe de plus en plus de ça. Et nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est que de profiter de cette numérisation de l'éducation pour dire on va faire une éducation numérique inclusive, c'est-à-dire une éducation qui va prendre les bénéfices du numérique, qui ne va pas remettre en cause tous les acquis qu'elle a eus pendant quand même des siècles d'existence, et qui va permettre d'utiliser tous ces outils pour avoir une classe où on va plus s'intéresser à l'élève s'il est dyslexique, s'il est dyspraxique, s'il est typique, s'il a besoin d'outils particuliers, etc. On va pouvoir utiliser ces outils pour faire progresser à la fois l'éducation dans l'ère du numérique et combler les écarts qu'on note aujourd'hui justement dans la scolarité des 10. Je crois qu'il y a un chiffre qui est donné par la FF10 qui estime que 50% des échecs scolaires sont liés aux troubles 10. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai vu qu'effectivement, en tout cas, il y avait une grosse différence entre les filières générales et les filières, on va dire, professionnelles en termes de proportion de 10, parce que les élèves 10 sont redirigés vers ces filières. Et du coup, voilà, pour moi, c'est aujourd'hui l'occasion d'essayer de dire on va essayer de combler tous ces écarts et d'essayer de profiter du numérique pour faire croître tout le monde ensemble, en fait. Merci beaucoup. Je donne la parole à Brian de Scanning Pens. Bonjour, ravi de vous connaître toutes et tous. Je suis Brian Carbans de la société Scanning Pens. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, alors moi je suis Brian Carbans de la société Scanning Pens. Enchanté de vous connaître toutes et tous. Je suis de la compagnie, je suis gérant de vente pour Scanning Pens. Et un peu d'histoire sur Scanning Pens. Nous proposons comme outil d'appui un stylo lecteur qui est utilisé par les élèves dans les écoles. Et on veut bien proposer le même outil en France pour partager les bénéfices de cette technologie. Alors, un peu d'histoire sur Scanning Pens. Scanning Pens, c'est une compagnie britannique. Nous avons centaines d'employés éparpillés dans le monde entier, dans l'Angleterre, Australie, Inde, aux États-Unis et au Canada. Et il y a 5 ans, la compagnie a été fondée il y a 5 ans et nous avons reçu la lumière verte de toutes les académies en Angleterre pour proposer notre outil d'appui chez les écoles. Donc maintenant, actuellement, nous avons 60% du marché écolier en Angleterre, c'est-à-dire les écoles qui utilisent le stylo lecteur. Alors, n'exagère pas si je vous dis que nous vivons, nous respirons, nous songeons et nous revenons la dyslexie tous les jours. Parce que l'un des cofondateurs, Jack Churchill, l'arrière-petit-fils de Winston Churchill, le célèbre Premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, il souffre de la dyslexie. Donc, c'est ça qu'on apporte beaucoup d'expérience à la table vis-à-vis la dyslexie. Donc, et en ce qui concerne la proposition, il y a environ 10% de personnes qui souffrent la dyslexie. C'est une condition, il n'y a pas de remède pour curer la condition. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez les slides, Mela, oui? Oui, c'est bon? Oui. C'est bon, OK. Alors, je continue. J'essaie de parler très vite. Alors, je ne suis pas de culture, je ne suis pas français, donc si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me dire et au plaisir, je répète. Excusez-moi. Alors, nous sommes dans ce slide ici. Alors, il y a 10% à peu près des gens qui souffrent de la dyslexie. C'est une condition qu'il faut supporter. Mais chez Scanning Pens, c'est une condition qu'on peut améliorer
avec l'aide de nos stylos. Donc, ça pourrait apporter la confiance en soi et accéder les mêmes opportunités que les autres de son âge. Alors, je vous explique ce qu'ils font. Alors, nous avons plusieurs modèles de stylos. Alors, ReaderPen, ExamReader et LingoPen. Alors, ReaderPen, c'est le plus générique. C'est un modèle de stylo qui peut numériser anglais, français, espagnol. Et après avoir numérisé des phrases ou des mots que l'élève a du mal à comprendre, ça répète en voix haute la partie scannée, la partie numérisée. Donc, peu à peu, l'élève apprend mieux le langage, la langue et comment lire. Alors, l'exam reader, c'est l'orange, le modèle orange, c'est un modèle que tu utilises en Angleterre lors des examens parce que la partie dictionnaire est éteinte. Donc, on ne peut pas accéder au partie dictionnaire lors des examens. Disponible en 9 langues, dont norvégien, danois, français, espagnol, russe, italien, etc. Donc, la LingoPen, le troisième, c'est un stylo traducteur qui est disponible en 6 langues dans le français. Alors, anglais, français, français, anglais, espagnol, anglais, etc. Il y a des dictionnaires aussi pour consulter. Et ça aide un peu l'éducation en général, s'il y a des étudiants qui veulent bien étudier l'anglais ou d'autres langues modernes. Alors, juste après, pour terminer, que le stylo qu'on propose avec beaucoup de succès en Angleterre, aux États-Unis, aussi en France, parce qu'on fait des essais avec des académies françaises. Il y a des personnes qui nous donnent des retours d'expérience. Dans Marie-Pierre Bringard de Nancy, elle partageait ses retours avec nous. Aussi, on donne des stylos prêts aux écoles en Angleterre, et sur 10 stylos prêtés, en format prêt, il y en a 8 qui sont vendus. Donc, il n'y a que 2 qui sont retournés. Alors, le bénéfice clé du produit, c'est un produit unique dans le sens où tout est dans le modèle. Il n'y a pas besoin d'infrastructure informatique, ni de Wi-Fi, ni de 4G pour faire fonctionner le stylo. On peut être dans les déserts Sahara et ça fonctionne. Alors, c'est une méthode préférée. L'élève apprend peu à peu parce qu'au lieu de présenter à un élève une page dématérialisée, ils apprennent mieux peu à peu avec l'appui du stylo. Alors, le ReaderPen, stylo acteur, a été validé par toutes les académies d'Angleterre, comme je vous ai signalé. Et nous avons une étude à partager avec vous plus tard, effectuée par le ministère de l'Éducation en Malte, qui constate que 8 semaines de l'usage du stylo, ça signifie 1 an de rattrapage. Merci de votre patience et de supporter un accent si bizarre. Merci. Merci beaucoup. En fait, pour clôturer cette table ronde, j'ai une question pour Madame Marie-Christine Filbert, notamment sur l'apport en fait, des outils numériques, parce qu'on a tous parlé un petit peu des outils numériques, mais en fait, je voulais savoir par rapport à son expérience, ce qu'elle a pu voir, l'impact que ça peut avoir dans les quotidiens d'un élève, et notamment la relation avec la ESH, qu'on peut avoir en classe, comment ça peut se coupler les deux, les outils numériques en parallèle du ESH? Oui, par rapport à cette question, l'expérience que nous avons d'un point de vue associatif et pour les enfants qui ont eu une notification de matériel pédagogique, c'est évident que c'est une aide précieuse, mais aux conditions dont on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-il adapté? C'est pas et ça rejoint les préoccupations qu'on a avec Madame Cara et la MDPH en ce moment. Comment être sûr que le trouble de cet enfant va être compensé par du matériel? C'est cette analyse fine qu'il faut avoir. Alors pour certains enfants, c'est assez évident. Et puis s'il y a la chance d'avoir une ergo qui a éclairé parce que les parents se sont saisis très vite du trouble et sont allés voir une ergo, c'est vrai que c'est bien plus simple, mais parfois on a des demandes de matériel pédagogique et l'ergo viendra après.
Donc, on voit bien que là, pour le coup, ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas besoin, mais on n'a pas d'éclairage suffisant pour déclencher toute la machine et notamment le financement. Mais c'est bien évident que c'est une aide précieuse. Et j'ai envie de dire, par rapport à la deuxième partie de votre question, matériel pédagogique et AVS, c'est pas systématique. Je crois que quelquefois, on met une AVS, ça va éclairer tout le monde. Un gamin qui n'a pas la double tâche et qui ne peut pas écouter le prof et en même temps prendre des notes, on met une AVS. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça coûte quand même assez cher de la ligne écrite, alors qu'il suffirait, entre guillemets, d'équiper l'enfant et de le rendre autonome par rapport au cours, et c'est là où ça renvoie à l'accessibilité de l'école, que les profs aient l'habitude de mettre leurs cours sur clé USB, que l'enfant puisse avoir peut-être la veille, comme ça il lit le cours à la maison, etc., ou à minima il l'a le soir en rentrant, mais il a été complètement disponible pour écouter, et il a le jeu de l'équipement informatique qui vient aider, et on n'a pas besoin d'AVS. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment désolidariser tous nos raisonnements pour aller sur du cousu humain pour chaque enfant. Alors, c'est compliqué parce qu'on a plutôt le sens de travailler à l'emporte-pièce. C'est un travail de dentelle, c'est sûr, mais il y a de vraies réalisations. Enfin, il y a des gamins qui s'en sortent, hein. Il n'y a pas de souci. Effectivement, quelque chose par rapport à ça. Je pense que l'élément clé, c'est vraiment l'autonomie de l'élève. Parce qu'effectivement, un enfant autonome, il n'a plus besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour l'aider. Et en plus, ce qu'on a noté avec des personnes qui nous ont fait des retours, justement quand l'élève avait regagné en autonomie, c'est qu'il pouvait de nouveau développer son intelligence, développer son propre raisonnement. Parce qu'en fait, l'effet un peu pervers aussi d'avoir justement un AESH, par exemple, à côté, c'est que on transmet au message tellement à l'enfant le fait qu'il n'est pas capable de faire tout seul qu'il finit par s'approprier cette sentence en fait, en se disant je ne suis pas capable, donc quand j'ai besoin de quelque chose, je demande. Et du coup, le problème, c'est que ça le freine dans son développement intellectuel, alors qu'au niveau intellectuel, en fait, un enfant, en particulier un enfant 10, il n'a pas vraiment de problème il peut être quelqu'un de très intelligent. Il y a de très nombreux exemples parmi les personnes les plus intelligentes qui ont existé sur cette planète. Donc, je tenais à le souligner. Je suis d'accord. Alors, je peux compléter les propos pour combler le vide de la technique. Nathalie Gros. Donc, oui, non. J'abonde dans le sens de Marie-Christine. Hein. C'est clair que tout doit être cousu de main et il y a un besoin d'accompagnement pour un jeune. Il n'y a pas un logiciel. Sur le marché, il y a pas mal de solutions. Et sans accompagnement, ça peut ne pas du tout marcher. Donc, il y a vraiment un besoin que les professionnels de santé, comme l'orthophoniste, qui travaille également sur les outils numériques, et l'ergothérapeute accompagnent. Alors, je voudrais prendre l'exemple des dyspraxiques, les dysgraphiques, qui ont vraiment besoin d'un ordinateur. Et donc, eux, ils ont besoin d'un ordinateur, mais également un temps supplémentaire. Parce qu'on ne gagne pas forcément du temps avec l'ordinateur, surtout quand on veut faire des maths avec. Et au moment des examens, d'avoir une demande, c'est-à-dire l'ordinateur qu'ils utilisent depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans même, qu'importe à partir de quel âge, mais depuis très longtemps, quand ils passent le brevet ou le bac, ils ont besoin de cet ordinateur puisqu'ils l'utilisent, ils sont assez rapides dessus, mais ils ont besoin également un tiers-temps parce qu'il faut brancher l'ordinateur, parce qu'il faut le démarrer, parce que machin. Et c'est pas du luxe en fait, hein. C'est vraiment un besoin qui colle à une réalité. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut intégrer. Et je vous redis, moi je rêve qu'au lycée, peut-être que tout le monde ait l'ordinateur et que c'est un outil qui est incontournable dans le monde de l'emploi, hein. Incontournable.
Ça aiderait finalement tout le monde. Et un peu comme les portes automatiques des supermarchés où on a oublié que c'était pas que pour le chariot des courses, mais également des personnes en situation pour ouvrir les portes, c'est quand même simple. Donc, je crois qu'il faut démocratiser tout ça, faire à la carte et accompagner au sein de l'école. Pourquoi pas avoir des personnes qui peuvent aider sur qui n'a pas eu de bug en informatique. Ça arrive, il faut pouvoir dépanner le jeune qui n'arrive pas. Et là, pour le coup, une AESH peut aider également. Donc, ce n'est pas incompatible. AESH, ordinateur ensemble, tiers-temps, voilà. Tout est à la carte et en fonction de l'autonomie de l'élève. Je me permets une intervention, Marie-Christine Filbert. Je viens de voir passer une remarque que l'ergo est à la charge des familles. Donc, nous parlions tout à l'heure de la MDPH. Nous, dans l'Aisne, la famille peut se voir accorder l'AEH et un complément pour financer les frais. Il y a un texte, il y a une circulaire, alors je ne sais jamais de quand elle date, mais qui permet d'attribuer à titre temporaire le temps de la rééducation et du coup, ça peut être pris en charge. Il ne faut pas hésiter à demander ça à votre MDPH. Tout à fait, et c'est prévu, il y a une ressource, vous tapez CNSA 10, vous l'avez cette mention, c'est-à-dire un taux temporaire pour justement financer quelque chose qui est limité dans le temps, mais qui est très utile. Voilà. Ouais, alors je rebondis également sur ce que disaient Marie-Christine et Nathalie, en effet. Et nous avons rencontré, Association Michel, nous avons rencontré la Caisse primaire d'assurance maladie. Et il faut savoir qu'il y a des ASS qui peuvent être déclenchés également lorsqu'il y a encore une prise en charge du parcours de santé qui est vraiment importante, où la MDPH à un moment ne peut plus, voilà, on est arrivé à un certain point, eh bien, il y a des ASS qui peuvent être déclenchés. Donc, il faut se rapprocher de son… la CPAM, ce sont voilà, des prestations extra-légales. Des prestations extra-légales. Et à la CPAM, vous avez aussi des représentants associatifs du handicap que vous pouvez solliciter et qui vous aident à monter les dossiers. Exactement, tout à fait. Bon, alors, donc, il y a beaucoup de ressources. Hein. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne pense pas, mais il y a beaucoup de ressources. Bien souvent, c'est vrai que lorsqu'on a un enfant 10, on est un peu désemparé. On est un petit peu, on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est pour ça, bien évidemment, le rôle de la co-distribution d'une association. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de l'association locale. C'est encore mieux qui est adhérente de la FF10. Donc, vous pouvez aller sur le site de la FF10 et voir l'association locale de votre département ou de votre région et se rapprocher d'eux. Ils vous guideront au mieux et, pour avoir un maximum d'informations et de vous épauler lors de ce parcours du combattant, on peut le dire, en effet. Après, moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est lamentable qu'on en soit encore là au jour d'aujourd'hui et de voir que pour le handicap, il faut se battre et faire des dossiers. Il y a encore des dossiers. Et je ne comprends pas qu'on en soit encore là aujourd'hui et que ça ne puisse pas bouger. Et il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a des prises en charge qui ne se font pas à cause de cette problématique financière, avec des enfants, des familles qui sont en échec. Et je pense que tant qu'on n'aura pas non plus une vraie filière de soins avec des prises en charge remboursées, et ben, on restera dans cette situation qui est coûteuse aussi pour tout le monde. Oui. Tout à fait, mais en attendant, tout ne peut pas être révolutionné d'un coup de baguette magique, ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en attendant, il y a des solutions. C'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous de vos associations locales. Elles vont vous aider, elles vont vous épauler. Hein. Vous avez dans le 33, vous voyez la FF10, et voilà, c'est un label, vous rapprochez de votre association, ils vont vous aider. Hein. Vraiment, il y a des solutions. Donc, on ne laisse pas les familles… Il n'y a pas de représentants partout et en fonction des régions, les structures ne sont pas organisées du tout de la même façon. Enfin, moi, personnellement, je suis de Bourgogne et franchement, c'est la misère. On galère pour avoir des diagnostics, on galère pour tout. Même pour avoir les dossiers MDPH, on finit par avoir, mais il faut avoir des recours, il faut vraiment faire des dossiers béton.
c'est très coûteux. Et voilà, moi, j'ai ma sœur qui est en région parisienne. Son fils dysgraphique diagnostiqué en 4e. Elle n'a jamais eu de prise en charge. Tout a été voilà, très compliqué, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'on prône vraiment le diagnostic précoce, hein, pour une meilleure prise en charge le plus rapidement possible, hein, de l'enfant. Mais Justement, si je peux me permettre, Sébastien, oui. depuis 2017, pour n'importe quel type de handicap, et je pense que Bérangère et Ismaël sont encore là, depuis 2017, le doute profite à la personne, c'est-à-dire que la MDPH n'est pas tenue d'avoir un diagnostic. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure et qui est bien dans le dossier et surtout dans le certificat médical, c'est que soient décrits les retentissements. Comment cet enfant se déplace, comment il parle, comment il travaille à l'école, comment c'est vraiment ça. Si vous regardez un dossier médical MDPH, il fait 8 pages. Sur 8 pages, il y a 3 cm en haut de la page 2 qui est consacré au diagnostic. Le diagnostic, il est, pardonnez-moi du terme, mais il est accessoire. C'est bien tout au travers des 8 pages, c'est bien le descriptif des retentissements. Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? On peut même aller dire jusqu'à il ne dort plus parce qu'il est trop mal à l'école. C'est tout ça qu'il faut expliquer. Et vous qui connaissez votre enfant, on parle d'expertise d'usage aujourd'hui. C'est à vous d'expliquer tout ça dans le courrier. Il y a une rubrique qui s'appelle « Expression des besoins et des attentes ». Vous pouvez en écrire 3 pages en disant « Voilà ce qui se passe ». Et ça, c'est important. Et je parle sous le contrôle de la MDPH de l'Aisne, hein, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Et ça, c'est la loi. Ce n'est pas une MDPH qui a décidé de faire ça un jour. C'est la loi. On confirme votre propos, Marie-Christine, hein. Je disais tout à l'heure dans la présentation qu'on a pu faire que on n'évaluait pas des pathologies et qu'on évaluait bien des retentissements. Donc, alors effectivement, c'est toujours important d'avoir un certificat médical bien complété, d'avoir les bilans complémentaires bien étayés, mais en tout cas, je crois que l'essentiel, c'est de comprendre le retentissement dans la vie de l'élève, dans la vie de l'enfant. Et donc, sinon, on n'aurait que des médecins dans nos équipes d'évaluation et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on a essentiellement des professionnels qui sont non médicaux. Donc, voilà, c'est bien pour apprécier un ensemble d'éléments. Alors, si vous le permettez, donc nous, l'association d'ICEN, avec Cantou, on a mis en place en relais pour bien expliquer à tout le monde le livre blanc Enfant 10 et la MDPH. Donc, c'est vraiment une expérience que nous avons vécue déjà depuis 3 ans, que nous avons voulu coucher sur papier et qui est à disposition maintenant pour tout le monde et qui explique bien avec des checklists, avec comment dirais-je, vraiment la façon dont doit être fait au mieux le dossier. Justement, ça relate un petit peu tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui. Et encore une fois, je le dis, voilà, prenez le temps de le lire, prenez le temps d'en prendre connaissance, de vous l'approprier. Et c'est un outil qui va vous aider, qui va aider l'ensemble des familles vraiment à être plus porteur au niveau de la MDPH et de la prise en charge de l'enfant. Voilà, donc il est à disposition, il est gratuit et j'espère que vous l'avez tous eu entre les mains. J'ai pris le soin de vous faire parvenir il y a d'ici quelques mois. Et donc voilà, donc c'est vraiment une expérience professionnelle. Voilà, personnel, hein, entre guillemets, de l'association. Et j'espère que ce sera un outil qui favorisera vraiment beaucoup de choses pour les familles et pour la prise en charge des enfants. Je crois qu'il y avait Madame Cara qui voulait parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Vous êtes toujours là, madame? Oui, tout à fait, oui. C'était par rapport aux aménagements, etc. Donc, bon, j'approuve complètement ce que dit Madame Fulbert. On est vraiment sur du cousu humain et chaque cas est différent et chaque besoin est différent, même s'il y a parfois des retentissements similaires.
moi, je vois beaucoup, c'est compliqué par rapport à l'ergothérapeute, d'avoir un avis d'ergothérapeute. Bon, nous, dans le département l'Aisne, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail avec la MDPH, les associations, qui nous permettent peut-être d'avoir ce regard des professionnels et qui nous permettent de gagner un temps considérable pour permettre à l'élève d'être le mieux outillé possible si l'on a besoin, et surtout d'assurer le suivi. Parce que donner du matériel, une AESH, si on n'y a pas de suivi derrière, pour l'élève, il va se retrouver en difficulté et en souffrance. Donc, c'est vraiment l'importance aussi de bien spécifier le bon matériel le plus rapidement possible pour aider l'élève et l'accompagnement derrière qui va avec. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Voilà, Monsieur Diez, merci de m'avoir laissé la parole. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup, Madame Carin, de votre attention. Voilà, merci. Je voulais juste dire à tous que vous allez recevoir, à tous les inscrits au webinaire, vous allez recevoir par mail le guide. Il sera aussi disponible sur le site de ContourScribe et sur la page de Dizaine. Je voulais aussi dire que vous pouvez les partager. Donc, le replay de ce webinaire il sera aussi disponible. Alors, pour continuer, on organise un prochain webinaire le 27 mai au sujet des outils numériques pour les élèves 10. Le but de ce webinaire, ça va être de rentrer dans les détails pour chaque outil numérique, comment les choisir, comment savoir si l'impact qu'elle peut avoir pour chaque type de trouble 10. Donc, dans le cas de dyslexie, quels sont les outils numériques les plus adaptés, donc dyspraxie, et ainsi de suite. Et finir par entrer dans chaque typologie d'outils. Par exemple, la synthèse vocale, c'est pour qui? Par exemple, l'adaptation du texte, ça peut bénéficier les dyslexiques, mais pourquoi? Donc voilà, c'est un webinaire que nous avons déjà réalisé avec l'association Dizaine. Je suis ravie de vous proposer à nouveau, je vais avec Sébastien, pour que Dizaine soit avec nous. Donc, le 27 mai. Bien sûr, un grand plaisir. Voilà. J'ai profité aussi pour passer le message de Madame Gros sous la Fédération française des 10, sous la nuit des 10, qui sera organisée prochainement. Madame Gros, est-ce que vous voulez donner un petit mot à ce sujet? Oui, merci. Donc, ça sera le vendredi à partir de 16h. Donc, c'est une nuit. Donc, ça commence à 16h jusqu'à minuit. Ça sera le vendredi 28 mai et ça porte sur le livre, l'accès à la lecture. Donc, ça sera diffusé en live sur YouTube. Et bien évidemment, l'accès est gratuit. Il suffit de se connecter. Et il y aura une rediffusion, bien sûr, pour ceux qui se couchent tôt. Donc, le 28 mai, à partir de 4h. Voilà, ne vous inquiétez pas, on pourra vous envoyer toutes les informations aussi par mail. Donc, vous allez avoir tout l'info. Je laisse la parole à monsieur Julien Dive. Alors, monsieur Dive, je vais essayer de vous mettre comme animateur de la réunion. Bon, sinon, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pour la vidéo. Du moment où j'ai le son, c'est déjà ça. Sinon, ne vous embêtez pas, ça va aller. Comme vous voulez. On est en train de le faire là, parce que les boutons pour afficher la vidéo ont disparu en fait, et du coup. Non, vous avez vu une notification. Vous embêtez pas. Bon, merci déjà à Cantou et à l'association Dizaine pour l'organisation de ce débat, ce webinaire échange sur la prise en charge et l'accompagnement des troubles 10, et notamment sur l'accompagnement des parents dans leur démarche. Moi, j'y suis très attentif et je trouve que cet échange, depuis 1h30 maintenant qu'il a lieu, était très riche. On a pu, j'ai noté pas mal de points importants et c'est important aussi pour les décideurs. Alors, on ne peut pas tout. Tout à l'heure, j'entendais Sébastien dire qu'on ne fait pas tout d'un coup de baguette magique et je le dis souvent, cette expression-là aussi. Mais c'est important pour nous, quand on est décideur politique ou décideur, même à tout niveau d'échelle, d'avoir ces retours d'expérience. Pas uniquement quand on est sur le terrain, mais aussi en mettant et en confrontant les différents intervenants, les différents acteurs, que ce soit le département, que ce soit l'éducation nationale, et je salue Madame Cara, que je connais bien, que ce soit les associations, les parents, etc., et les entreprises, les activités privées qui développent des solutions technologiques. Et d'ailleurs, je salue Brian, qui n'a pas du tout un accent bizarre, parce que je peux lui garantir que si je parlais anglais, il trouverait que moi, j'ai un accent bizarre en anglais.
pense qu'il a été plutôt bon avec son accent français, je peux le dire. Donc, merci parce que c'est vrai qu'en France, 7 millions de personnes qui sont enfants ou adultes qui sont concernés par les troubles 10, c'est aussi important qu'une nation. On juge, je pense, une nation, un pays à sa capacité à accompagner ses citoyens, ses membres, qu'ils aient des handicaps visibles ou invisibles. Et c'est important dans cet esprit-là eh bien de pouvoir avancer. La loi a fait bouger des choses en 2005, il y a plus de 15 ans, pas suffisamment, il faut revenir régulièrement et tant mieux. On a eu des progrès, il faut continuer, il faut aller plus loin. Je pense notamment dans des questions de démarches administratives. Je crois que le cœur du débat tout à l'heure, c'était sur les dossiers MDPH. Je peux saluer le travail des professionnels et heureusement que nous avons ces entités-là qui ont été créées il y a aussi une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que la constitution d'un dossier MDPH, c'est la croix et la bannière pour beaucoup qui ne s'y sont jamais prêtés. Et l'effort doit être fourni dans l'allègement des démarches administratives qui découragent dans tout plein d'aspects, hein, que ce soit dans le monde économique ou autre, mais qui découragent particulièrement les parents lorsqu'ils font face à l'accompagnement, à la prise en charge, à la scolarisation de leur enfant. Et donc là aussi, je pense qu'il faut pouvoir alléger les démarches. Alors j'ai noté quelques remarques, je ne sais pas si ce sont des propositions, mais quelques points dans les différents échanges. D'abord, c'est d'avoir une meilleure coopération entre les personnels médicaux et pédagogiques. C'est sans doute la question de la formation à l'école. Alors moi, je pense que l'école ne peut pas tout, hein, faut être clair, mais il faut aussi donner les moyens aux enseignants de pouvoir bien faire leur métier, avec un beau métier. Et donc, il faut que là aussi, il y ait l'éducation nationale dans son ensemble puisse avoir les moyens de former les enseignants à la compréhension des différents handicaps et pas uniquement les 10. Moi, je travaille beaucoup sur l'autisme. À l'Assemblée, je participe à un groupe d'études sur l'autisme et donc je pense y compris sur l'autisme, mais pas uniquement, voilà, sur l'ensemble des handicaps. Il faut qu'il y ait une vraie formation autour des parents. Je crois aussi qu'il y a un métier qu'il faut, autour des enseignants, pardon, je crois aussi qu'il y a un métier qu'il faut sacraliser. Il y a eu une évolution et pas suffisante, je pense. C'est d'en faire un vrai métier, c'est celui d'AESH. Les accompagnants des enfants, parce que c'est clair, je crois que ce sont des métiers qui ont longtemps été considérés comme des métiers Kleenex. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est aussi une vérité. Je crois qu'il y a une nécessité de faire en sorte que les gens soient bien formés, que ce soit c'est une vocation, je pense, que d'accompagner les enfants. Il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils aient les moyens et que c'est surtout une sécurité dans leur emploi. Dans les différents points que j'ai notés, j'ai aussi noté qu'il y avait, bien sûr, je parlais de la faciliter les démarches des parents dans le parcours de soins, dans les constitutions des dossiers MDPH. Heureusement qu'il y a des associations qui mettent en place des books comme le livre blanc pour faciliter la constitution des dossiers, mais ça doit être encore plus simple, ça doit être beaucoup plus intuitif, surtout avec l'ère du numérique dans lequel nous sommes tous plongés, on peut aussi progresser et il y a autour de la table ou de l'écran des professionnels expérimentés sur les outils. Il y a la formation parce qu'on met en place plein d'outils, c'est très bien, mais il y a la formation aussi derrière sur l'utilisation de ces outils et la formation aussi des enseignants à l'utilisation de ces outils ou en tout cas à une bonne implémentation de ces outils dans le cursus scolaire. J'ai noté aussi, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important, c'est s'assurer que les personnes qui se retrouvent en situation de handicap, notamment de troubles 10, n'aient pas de frein à l'employabilité. Il y a des gens formidables qui ont des troubles 10, qui ont réussi des choses formidables, qui ont créé des entreprises magnifiques, qui ont réussi à vivre pendant longtemps sans que leur trouble soit décelé et à s'insérer, à trouver. Mais il y a aussi des gens pour qui ce n'est pas le cas. C'est compliqué et il faut s'assurer que pour tous, l'employabilité est au rendez-vous. J'ai noté aussi dans les différentes remarques, que ce soit dans les conversations ou dans les échanges que vous avez eus, qu'il y a une hétérogénéité territoriale, c'est assez clair. Entre la couverture, en tout cas entre la couverture des professionnels, les professionnels de santé, ortho, psy, neuropédiatre. Et là aussi, il y a un effort à fournir sur la lutte contre la désertification médicale. Ça ne se fait pas non plus d'un coup de baguette magique, ça prend du temps, la formation est longue. Il faut s'assurer qu'il y ait une meilleure péréquation à l'échelle territoriale. Dans ces métiers pour éviter qu'on se retrouve avec des territoires. J'entendais tout à l'heure le témoignage
d'une dame. J'ai lu aussi quelqu'un qui me disait qu'il avait mis 2 ans avant d'avoir un rendez-vous. C'est pas normal dans un pays comme le nôtre d'avoir autant de temps à avoir un rendez-vous pour son enfant. Et parce que derrière, c'est l'enchaînement de beaucoup d'échecs. Donc, je crois que ça fait partie des enjeux qu'on doit savoir relever. Voilà, moi, mon rôle, c'est de relayer aussi ces messages-là en tant que parlementaire, d'être au rendez-vous. Donc, voilà. Merci en tout cas pour cet échange qui était extrêmement intéressant. Merci Julien, on compte sur toi. Je sais que tu as déjà apporté la parole des 10 de l'Aisne à l'Assemblée et on te remercie énormément. Merci beaucoup. Sébastien, je te laisse donner le mot de clôture de la part de Dizaine. Eh bien, je tiens à remercier vraiment tout le monde. Je crois qu'on était nombreux. Combien étions-nous ce soir, Nina? Plus de 500, je crois. Hein, c'est ça. Ouais. Donc, bravo à tous. Le combat continue. Il ne faut pas baisser les bras. Malgré, je regarde, c'est vrai, il y a des choses un peu… je comprends la souffrance des familles, mais surtout ne pas baisser les bras. Si vous avez un souci, surtout, contactez la FF10. Vraiment, vous verrez, elle vous orientera, elle vous guidera et vous accompagnera dans ce parcours. Voilà, ne restez pas seul, isolé. Voilà, et il faut bien comprendre beaucoup de choses. Il y a voilà, le mode de fonctionnement. C'est pour ça, j'espère que vraiment le livre blanc d'accompagnement NDPH vous sera utile. Donc, je vous laisse le consulter, de vous l'approprier, et puis on en reparlera d'ici quelques temps. N'hésitez pas à nous envoyer aussi également vos commentaires. Voilà. Nous avons créé également aussi sur l'association d'Isen une adresse mail voilà, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Donc, c'est tous unis pour les 1002@disen.fr et qui permet aussi de faire remonter beaucoup d'informations. Voilà. Et vous aurez une expertise vraiment spécifique pour la situation de votre enfant. Voilà. Donc, je vous remercie énormément et je vous dis à très, très vite. Et sachez une chose, c'est que maintenant, vous ne serez plus seul. Tout le monde est là. Merci Sébastien. Moi, pour ma part, je suis vraiment émue d'être ici avec vous aujourd'hui. Vraiment, ça me touche en fait, voir à quel point autant de professionnels et de personnes dédient leur vie à ce combat. Je sais que pour ma part et celle de François, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et je suis touchée de voir que nous avons des députés, des parents comme Sébastien qui fait des associations et qui se battent tous les jours. Madame Marie-Christine Philibert qui, au-delà d'être parent, est tellement engagée auprès de plusieurs associations. Madame Nathalie Gros avec la FF10 qui a fait déjà tellement de choses pour les 10 ans en France. Donc, tout ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me permet de dire en fait qu'aujourd'hui, on est dans une courbe de progression et je suis convaincue que d'ici quelques années, on va regarder en arrière et on va de plus en plus entendre parler de 10. On va de plus en plus voir des diagnostics, des prises en charge, des outils, des solutions qui vont exploser. Et en fait, je vois de l'autre côté, je pense à tous les parents qui ont participé, qui ont commenté, qui ont montré leurs difficultés. Et je comprends que ce soit difficile, mais je suis aussi convaincue que tous les jours, si on fait une petite chose pour aider, chacun en faisant sa part, on va aller très loin et on peut vraiment changer le monde pour les 10, changer le monde pour avoir une société plus inclusive. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous motive du côté Cantou et toute l'équipe Cantou. D'ailleurs, je les remercie. Ils étaient dans toute l'organisation d'ailleurs depuis plusieurs mois, en fait, sur ce webinaire. Je m'excuse de tous les problèmes techniques. C'est un peu honteux parce qu'en tant qu'informaticien et éditeur de logiciel, on devrait maîtriser l'informatique, mais ça vous montre aussi la complexité qu'il y a derrière. Chaque logiciel, il a ses particularités et Zoom, l'outil qu'on a choisi, ce n'est pas la plus facile, mais en tout cas, je m'excuse pour cela. J'espère quand même que vous avez pu retirer l'information, ça a été utile, surtout pour vous. Je mets un petit rappel au sujet du guide gratuit. C'est un document qui fait 40 pages, qui a été lu et approuvé par la NDPH.
Donc, on ne dit pas que de bêtises, au contraire. C'est le fruit du travail de Sébastien avec son association Dizaine au quotidien avec les familles. Donc, c'est un guide qui vient vraiment vous présenter en fait comment maximiser vos chances pour que votre dossier soit traité rapidement et dans les meilleurs délais. Voilà. Donc, merci à tous. Je suis vraiment ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. En tout cas, nous restons en contact. Voilà nos coordonnées. Vous avez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. Je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonsoir, merci. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci.